Sans plus attendre, on va continuer avec la Signal conférencier. On va accueillir Pierre-Maloc Léger et Théophile Desmazures qui vont nous parler du vibe coding. Bonjour tout le monde! On est là pour s'assurer de vous réveiller. D'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier les gens derrière la scène. Il y a toute l'équipe du Tech 3 Lab qui a participé à organiser ça, mais il y a deux personnes importantes ici. Là. Il y a Mariko Dupuis que vous avez peut-être vu. Hein, on l'applaudit. Tout à l'heure, on va avoir notre cocktail de fin de journée et tout. Vous aurez la chance de la remercier. Et on a David, évidemment, qui est notre maître de cérémonie habituel. Merci, David. Tellement un excellent travail. Merci à nouveau d'être là. Je suis très content de venir et c'est vraiment très spécial cette année. Je veux juste vous dire, d'habitude à UXC, puis ça fait depuis 2014 qu'on fait ça. Là. C'est la 7e édition, on a dû sauter des années, il y a eu une pandémie maintenant. Là. Mais d'habitude, j'ai ma conférence avec Sylvain, hein, mon grand chum Sylvain. Ça fait des années qu'on fait ça, puis on se passe la balle. Et cette année, comme un vieux couple, là, on s'est séparés. Et là, on est avec nos jeunes. Je suis vraiment content de vous présenter cette année avec Théophile Desmazures. Théophile, c'est mon ancien étudiant de maîtrise de doctorat et maintenant mon collègue et ami qui travaille avec moi à HEC Montréal en technologie de l'information. C'est vraiment le fun de venir vous parler de ce qui nous garde réveillés la nuit. Nous, ce qui nous garde réveillés la nuit, on est en TI, c'est le vibe coding. Hein, le vibe coding. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont essayé de faire ça, là, du vibe coding? Hein? Ah, écoute, quasiment tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont bons à faire du vibe coding? Quand même. OK, c'est cool. Un petit peu moins. C'est de ça qu'on va parler. Hein? On va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes parviennent à utiliser cette nouvelle approche-là pour faire du code, pour développer. Et c'est quoi leur heuristique? C'est quoi leur démarche? C'est quoi leur stratégie? Et vous allez voir, on a fait une expérience avec de l'oculométrie. On a été voir dans la tête des programmeurs qui sont capables de bien maîtriser le vibe coding. Et évidemment, comme toutes les autres présentations d'aujourd'hui, je pense que la notion d'avoir un animal pour bien représenter ce qui nous garde réveillés la nuit, bien, nous, c'est le hamster. Hein? C'est pas un crocodile comme Sylvain Moreau ce matin. Nous, c'est le hamster parce que c'est peut-être ça qu'on est. Hein? Quand on fait du vibe coding, on est comme un petit hamster. C'est rendu, on l'utilise, c'est très créatif, le vibe coding. Puis dans quelques instants, Théophile va nous en parler, là, va nous définir ce que c'est du vibe coding pour ceux qui, peut-être, que c'est nouveau dans votre vie, ce terme-là. Mais pour ceux qui l'utilisent, ben oui, au début, c'est créatif, c'est le fun, mais là, on voit, je ne sais pas si vous avez lu l'article cette semaine dans le New York Times de Kevin Roose sur les tableaux de bord dans les compagnies pour la gamification, pour mesurer le niveau de tokens utilisés par les développeurs dans les compagnies pour s'assurer qu'ils utilisent l'IA pour développer. Ça devient un petit peu maladif. Hein? Et un petit côté, il y a aussi un article qui a été publié il y a un mois dans le Harvard Business Review sur la notion de brain fry. Donc, c'est ces développeurs-là qui, avant de se coucher le soir, vont partir une requête, là, parce que c'est le sentiment de missing out, hein, parce que si tu n'utilises pas toute la capacité de développer, hein, tu as le sentiment de ne pas aller jusqu'au bout de ce que tu peux faire. Et c'est comme l'épuisement professionnel dû à l'IA. Donc, un phénomène très intéressant qui s'apparente donc au hamster dans sa roue. Et on va voir, dans le fond, on va parler des meilleurs hamsters, ceux qui sont capables d'avoir des bonnes stratégies pour faire du vibe coding. Avant d'aller plus loin, donc, on va en parler. Puis nous, c'est ça. Notre question aujourd'hui, ce qui nous garde éveillés la nuit, c'est être capable de répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que certains d'entre nous sont meilleurs que d'autres à le faire? Et est-ce que ça s'apprend? Hein? Est-ce qu'on peut apprendre de ceux qui sont bons à le faire? Théo, je te passe la parole. Explique-nous ce que c'est du vibe coding. OK. Hop. Donc, bonjour à tous. Je suis le remplaçant de Sylvain sur scène. T'es pas un remplaçant! J'en suis certain, là. À voir, pas sûr encore. Plus tard. Alors, de quoi on parle quand on parle du vibe coding? C'est assez difficile à définir parce que je pense que vous en rendez compte, vous êtes assez proche de la technologie. Aux 6 mois à peu près, on change de terme. Il y a 6 mois, on parlait de vibe coding. Maintenant, aujourd'hui, on parle de codage agentique. Peut-être de demain, on va encore parler d'autres choses. Donc, qu'est-ce que nous, on veut dire en tout cas dans cette étude-là quand on parle de vibe coding? C'est vraiment la programmation qui est médiée par des modèles de langage.
Donc on n'a plus le programmeur qui code directement son application, il n'interagit plus avec le code, ou en tout cas peu, mais la première interaction, la première formalisation de ce code-là se fait à travers l'IA. Donc on va avoir maintenant une très brève interaction avec le code. On va être là pour valider, vérifier et peut-être plus guider l'IA pour arriver à la solution finale. Ça s'oppose à ce qu'il y avait précédemment, en fait, c'était tout ce qui était plutôt le support à la programmation. Donc il y avait déjà des outils d'IA qui étaient plus là pour aller nous aider à compléter notre code, nous aider à rester peut-être structurés dans la manière dont on approchait le code et suivre les différents standards. Et aujourd'hui, ce qui est en train d'apparaître, ce qui est encore différent, là où il y a encore une perte plus de contrôle. Encore avant, on avait notre code qui était assez proche, puis on programmait fonction par fonction, puis on avançait comme ça jusqu'à la solution finale. Il y a le codage agentique qui commence à apparaître, où là, on délègue encore plus. Donc on va avoir plusieurs agents qui vont aller essayer de collaborer ensemble pour arriver à la solution finale voulue. Puis on va avoir des agents qui sont dédiés, ou en tout cas qui ont certaines expertises. Donc on va avoir par exemple un agent qui va être le testeur, on va avoir un agent qui est le programmeur, on va avoir un agent qui fait le quality assurance, et on a un agent qui va faire l'utilisateur final sur notre interface, etc. Puis comme ça, on crée une certaine boucle, une certaine collaboration entre ces différents agents-là. On n'a pas du tout étudié, nous, cette dernière catégorie-là, parce que là, on rentre dans un niveau de contrôle qui est très, très faible. On ne va quasiment plus du tout interagir dans cette situation-là avec le code. On va laisser les agents faire, puis on va plus un manager, là, puis les agents sont nos stagiaires, puis on les envoie régler le problème. Donc nous, on est vraiment plus dans le vibe coding, puis en général, c'est l'utilisation qu'on fait, peut-être que vous faites d'ailleurs, parce que c'est l'utilisation qu'on va faire quand on va aller prototyper quelque chose assez rapidement. On va vouloir peut-être avoir une petite interface, essayer de matérialiser un peu notre idée, qu'est-ce qu'on imaginait, etc. Puis en général, c'est ça, là, on va utiliser des petites solutions de vibe coding. Donc, il y en a énormément là, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu, c'est pour ceux qui vous intéressent. Peut-être que vous avez déjà vu la nouvelle solution de Figma Make. Mais après, on a récemment, celui qui a fait jaser cette semaine, j'aurais dû le mettre dans les slides, c'était Stitch de Google. Vous avez dû le voir passer un petit peu, Stitch. Donc pour faire plus du design graphique, de website et tout ça. Il y a une panoplie de solutions. Puis il y a une vraie démocratisation du vibe coding. Là. Donc il y a tout le monde qui a envie d'essayer. Puis ça permet aussi aux gens... ou en tout cas, ça donne le sentiment de devenir un one-man show, one-woman show. On est capable d'aller être le designer, avoir l'idée, puis en plus essayer de la matérialiser, la créer, avoir une première idée, une proof of concept de ce design-là, avant de peut-être pour soutenir notre présentation ou quoi que ce soit. Alors, on n'a plus besoin d'aller collaborer plus que ça maintenant. En tout cas, on a le sentiment qu'on n'a plus besoin d'aller collaborer plus que ça avec les autres. Puis, je ne sais pas ce que vous avez essayé de coder avec ça, là, mais ça peut aussi être utile pour résoudre des petits problèmes personnels. On veut faire un petit calculateur à la maison, un petit truc. Moi, j'ai fait par exemple mon site internet personnel, donc professionnel. Je l'ai vibe codé en une soirée. Je me suis dit, bon, je vais devoir apprendre. Donc, j'ai utilisé Stitch de Google pour faire le design. Puis après, j'ai utilisé Claude Code pour faire mon petit site internet en une soirée. Ça marche super bien. Mais par contre, il faut savoir l'utiliser parce que pour ceux qui ont essayé peut-être de faire des projets un peu plus complexes que ces projets tout simples, on se rend vite compte qu'il y a des limites. Et d'un seul coup, on tape un plafond de verre. Donc là, la grande question, et puis c'est ça qu'on se rend compte assez rapidement quand on commence à interagir, malheureusement, le vibe coding, ce n'est pas simplement demander. Ce n'est pas lui dire « je veux faire une application qui va m'aider à gérer mon emploi du temps ». Ce n'est pas aussi simple que ça. Comment on a fait pour essayer de découvrir c'est qui les hamsters là, qui, dans le fond, ont une bonne stratégie, une bonne approche pour faire du vibe coding qui mène essentiellement à une efficacité, mais aussi un résultat. Dans le fond, pour faire ça, nous, on a un laboratoire. C'est ça qu'on fait dans la vie. On crée en laboratoire des expérimentations. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 47 participants, donc presque 50 participants, qui avaient des expériences en matière de programmation variées. On avait des plus experts, des moins experts, des novices, et on les a observés. Et nous, en laboratoire, on a la chance d'avoir un environnement vraiment unique. Là. Le Tech 3 Lab, je vous répète, là, on est le plus gros laboratoire UX de l'univers. On jase, il n'y en a pas... On n'en connaît pas d'autres, en tout cas sur cette planète-ci. Fait que pour l'instant, on aime à dire qu'on est le plus gros de l'univers. Ce qu'on a fait, c'est que dans la salle d'expérimentation, on a donné 2 tâches.
Une simple, on a commencé simple. Hein? On leur a donné une petite tâche simple pour commencer, leur donner le goût, leur donner un peu un sentiment de confiance. Puis ensuite, on a monté la barre. Hein? On a fait disons une tâche qui était un peu plus complexe. Ouais. Et ça, c'est grâce à nos 2 étudiantes de doctorat qu'on supervise, moi et Théo. On aimerait d'ailleurs les remercier. Là. On a Lily Dong qui a participé et aussi Victoria au CACIP, merci, qui ont participé, qui ont fait l'étude l'été dernier. C'était quoi les 2 tâches, Théo? On avait une première tâche toute simple, c'était de faire un petit trivia quiz. Donc rien de très compliqué pour ce genre de système-là, en tout cas pour des LLM. Puis on avait une deuxième tâche qui était, elle, un peu plus compliquée. C'était pour une petite application de gestion de budget. Mais là, on s'est amusé à rajouter des requis qui étaient vraiment contre-intuitifs. Donc des choses qui ne faisaient pas beaucoup de sens pour un humain normal. Et donc on était sûr comme ça que les LLM n'avaient pas appris des tâches similaires. Il n'aurait pas pu d'un seul coup deviner qu'on aurait voulu que les boutons qui ne marchaient pas deviennent violets, puis que certaines choses se déplacent dans l'interface, etc. etc. Fait que des requis contre-intuitifs, là, des choses inattendues. Donc, les 2 tâches avec une dizaine de requis, 5 requis inattendus, 5 requis plus classiques. Et donc, les participants sont amenés dans une salle de laboratoire et avec ce qu'on appelle un oculomètre. Donc, vous pouvez vous imaginer devant un écran d'ordinateur, clavier, souris. Et là, la tâche, c'était d'utiliser, puis à ce moment-ci, ça a été fait l'été passé avec Windsurf, qui est donc l'outil qui a été racheté par OpenAI. Il en existe d'autres, peut-être que vous utilisez Claude, Codex, peu importe ce que vous utilisez. Ici, nous, ce qui était important, c'est qu'on voulait être capable de comprendre l'attention visuelle, un peu de rentrer dans le cerveau de nos programmeurs. Et on voulait créer 3 espaces de la même taille, parce que c'est important, l'idée, on ne voulait pas biaiser l'étude par l'espace à l'écran. Donc, ce que vous avez ici, là, si on part de la droite, on a les requis. Hein? Lorsqu'on donnait aux participants l'instruction de la tâche, ils devaient écrire, c'est ce qui était utilisé ensuite dans le robot conversationnel. Ils devaient écrire leurs requis. Voici ce que je vais vouloir faire, donc un genre de scratchpad pour travailler. Et ensuite, au milieu, c'est vraiment le robot conversationnel. C'est là qu'on vibe code, c'est là qu'on indique qu'est-ce qu'on souhaite que le robot programme. Et à gauche, on a le code. Et essentiellement, ce que vous avez à l'écran, ce que vous voyez, là, c'est les ronds, c'est des fixations oculaires. Hein. Lorsqu'on mesure l'attention visuelle avec un oculomètre, c'est qu'on mesure précisément en X et en Y où se porte le regard. Et les lignes entre les petits ronds, ça s'appelle des saccades. Donc, nous, les humains, on est des êtres fovéales. Hein? C'est-à-dire que si vous mettez votre pouce là, puis vous regardez votre ongle, vous ne voyez que votre ongle. Le reste va devenir très flou. Et essentiellement, ce regard-là, à grande résolution, c'est ce que vous voyez. Hein? Lorsqu'on regarde à l'écran le petit point, vous ne voyez pas le reste. Votre cerveau vous fait croire que vous voyez le reste. Là. Mais quelque part, c'est une interprétation subjective de ce qui est présenté devant vous. On ne voit que ce qu'on regarde. Et lorsqu'on déplace notre regard avec les petites lignes, là, votre cerveau là, approxime ce qu'on voit. Donc, essentiellement, en étant capable de calculer précisément où se porte le regard à l'écran, on est capable de comprendre la logique générale de travail des gens et où se porte leur regard. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé, Théophile, après avoir, dans le fond, étudié 47 programmeurs faire 2 tâches, puis d'avoir mesuré très précisément où se porte le regard, puis de voir lesquels performent, lesquels ne performent pas? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Bon. Ah, excusez, il y avait une autre slide. Ouais. Ça ressemble à ça. Essentiellement, la personne était devant un écran. Bon, d'accord. C'est étrangement la même interface. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc là, l'objectif ici, c'était vraiment d'aller chercher des profils. Donc on regardait avec l'oculomètre, puis en plus, on essayait d'aller caractériser un peu ce regard-là. Donc on allait regarder, c'était quoi aussi leur interaction avec l'IA. On allait regarder le contenu aussi de leur prompt. Donc on allait regarder est-ce qu'ils faisaient des prompts correctifs, est-ce qu'ils faisaient des prompts qui étaient juste pour créer la fonctionnalité, Puis après, on a essayé aussi de codifier, donc un peu au niveau, un peu leur intention. Est-ce que là, ils étaient plus stratégiques, ils étaient en mode pilotage de l'IA, ou là, ils avaient une tendance plutôt à suivre ce que l'IA leur proposait. Donc on a regardé le regard, puis en plus de ça, on a voulu essayer de comprendre qu'est-ce qui était associé à ces différents regards-là. Donc le premier profil qu'on a trouvé, 4 types de hamsters. Ouais. Il y a 4 types de hamsters. Et pensez-y, là, quel hamster êtes-vous? Exact. Vous allez peut-être vous trouver là-dedans. Le premier hamster, c'était le hamster le plus moyen. Donc il performait toujours bien,
mais il ne performait pas mieux que les autres. Enfin, il était un peu mieux que les autres, mais ce n'était pas le meilleur. Le premier hamster, on l'a appelé le passager. Donc lui, il avait une tendance à regarder les requis, OK, puis il prenait ces requis-là, puis il les suivait. Donc lui, il prenait le chatbot ensuite, puis il passait à travers les requis à l'aide du chatbot, il faisait fonctionnalité après fonctionnalité, il allait regarder de temps en temps le code, rarement, et il allait principalement utiliser le LLM pour générer des nouvelles fonctionnalités. Très peu justement de prompts correctifs, donc vu qu'il regardait un peu son code, puis il validait peu aussi l'application, il se laissait un peu guider, donc il n'allait pas aller valider son code, puis il n'allait pas ensuite faire des requêtes qui avaient pour but de corriger par exemple un comportement de l'application qu'ils avaient fait, ou peut-être une fonction qu'ils jugeaient un peu étrange ou bizarrement faite par le robot. Qu'est-ce qu'il acceptait assez de manière automatique? Il acceptait de manière automatique les suggestions de l'IA. Puis lui, il était là pour juste résoudre le problème qu'on lui avait donné. Donc il le suivait, puis c'était ça. Donc lui, ça performait bien pour la tâche simple, ça performait un peu moins bien pour la tâche compliquée, mais il se rendait jusqu'au bout, mais ce n'était pas non plus grandiose. Là. Il n'allait pas surpasser les autres. Ensuite, on a eu le paniqué. Donc lui, le paniqué, il regardait beaucoup le code et il regardait beaucoup le chatbot. Il interagissait beaucoup, puis quand il interagissait avec le chatbot, c'était souvent pour faire justement des corrections. Donc il faisait une première fonction, il l'intégrait aux autres, puis il se rendait compte qu'il y avait peut-être quelque chose qui ne marchait pas, ou ça ne marchait pas exactement comme il voulait. Donc là, il essayait de trouver des solutions, donc il essayait de corriger ce qu'il voyait, etc. Puis là, il s'est retrouvé dans une situation, ceux-là, où souvent, il dérivait un petit peu. Vu qu'ils étaient tout le temps dans ce mode correctif, puis moi je ne le vois pas comme ça, je ne le vois pas comme ça, donc il essayait d'ajuster. Il se retrouvait à plus suivre exactement un peu les requis, ou en tout cas il déviait un petit peu, il avait une tendance à se laisser contrôler ou dériver, parce qu'il n'était pas du tout en contrôle, il se laissait dériver par son interaction avec le chatbot et le code. Donc Et lui, il y avait des experts là-dedans. Et là, il y avait des experts des programmeurs chevronnés. Là. Il y avait des programmeurs dans ce groupe-là. Ils n'étaient pas surreprésentés dans ce groupe-là par des programmeurs, mais on avait des programmeurs dans ce groupe-là. Puis lui, il performait pas très bien, même pas du tout, aux deux tâches. C'est ceux qui ont été les moins performants, autant sur la tâche simple que la tâche compliquée. Ils avaient du mal à être structurés, ils ne se rendraient pas à bout. Puis c'était aussi un groupe qui était caractérisé par beaucoup d'efforts. Donc le fait de se perdre comme ça dans cette tâche-là faisait qu'ils avaient plus d'efforts, puis ils avaient plus de mal à continuer avec la tâche. Donc ils avaient du mal à aller créer, maintenir du code qui ensuite pour arriver à la solution finale. Le troisième persona, c'était le micromanager. Lui, il était surreprésenté par des gens avec de l'expérience en programmation. Ils allaient utiliser le LLM pour faire des premières générations. En général, ils avaient une bonne utilisation du LLM, donc ils allaient l'utiliser un petit peu exploratoire pour essayer d'investiguer des alternatives pour répondre aux requis. Puis ils allaient faire la première génération du code, mais après, ils passaient beaucoup de temps sur le code. Il faut se rendre compte qu'aussi, notre tâche ici, elle était un petit peu artificielle. On leur donnait une limite de temps. Parce qu'on est en laboratoire, on ne peut pas leur donner la journée pour créer une application. Et donc, eux, se laissaient, dans ce contexte un peu de stress, de temps réduit, ils se retrouvaient à passer beaucoup de temps sur le code, à le micromanager, à essayer de l'ajuster comme ils le veulent. Puis après, ils se retrouvaient à la fin en essayant de gérer et shipper la solution un peu trop rapidement, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient un peu perdu le fil du temps, justement, quand ils se retournaient vers ce code-là. Donc eux, assez bons pour la première tâche, facile, parce qu'au final, ils arrivaient à avoir à peu près le résultat qu'ils voulaient avec le code, ils arrivaient à l'ajuster. Par contre, chute de la performance, c'était le groupe le moins performant sur la tâche difficile. Là, cette approche-là ne marchait pas, ne montait pas du tout en échelle, en fait, dès que la tâche se complexifiait, puis dès qu'il y avait des petites choses bizarres à aller faire dans les requis. Puis le dernier, c'est celui qui a fonctionné, c'est le groupe de participants qui était le plus performant dans les deux tâches, c'était le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, lui, il avait une bonne diversité de prompts, et il était capable justement d'aller utiliser le LLM pour générer, tester des alternatives, puis aller ensuite retourner vers le code et valider que c'était exactement ce qu'il voulait. Puis ils allaient utiliser le LLM de manière corrective, mais on parlait que par exemple 30% des prompts qui étaient correctifs. Donc si on compare par exemple au groupe qui était de paniqué, on parlait de 81% en moyenne des prompts qui étaient là pour corriger des problèmes. Donc lui, il était beaucoup plus en mode pilote, il était là pour guider le LLM. Donc il lui donnait son requis, il regardait, il clarifiait un petit peu. C'était aussi le groupe qui utilisait beaucoup le LLM aussi pour aller ajuster
ce qu'ils avaient défini comme requis, pour être sûr que ça s'alignait bien avec le reste du code. Puis après, ils demandaient au LLM de l'implémenter, il validait le code, il retournait au chat et il recommençait comme ça, cette boucle. Fait que c'est nos 4 hamsters. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans les hamsters? Tout le monde est des 4, tout le monde est des chefs. Tout le monde est un 4, tout le monde est un chef d'orchestre dans la salle. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Donc nous, on a essayé de voir c'était quoi un peu les profils de réussite et d'échec. Donc là, de manière très descriptive, on se rendait compte qu'en général, ceux qui avaient tendance à échouer, c'était ceux qui acceptaient de manière très passive les propositions de l'IA, qui passaient pas beaucoup de temps sur les phases de création de requêtes. Ils y allaient avec juste leur compréhension du requis, puis ils lançaient la machine. Puis ça le mettait dans une posture de délégation complète. Donc il n'y avait vraiment pas beaucoup de pilotage, c'était vraiment délégation, très peu de supervision. Puis, lié à ça, il y avait évidemment un manque de contraintes, il y avait un manque de planification qui arrivait, et avec une validation du code qui était assez limitée, ou alors des comportements qui étaient assez limités. Ils avaient une tendance à justement trop donner à la machine, à accepter, puis se rendre trop loin dans la solution pour ensuite faire les premières validations et peut-être essayer d'aller corriger. Puis là, c'était le défi qu'on se rendait souvent compte, surtout dans, par exemple, le passager, c'est qu'une fois qu'il avait un peu trop codé, il avait du mal après à guider correctement l'IA pour aller résoudre les problèmes, lui faire retrouver les problèmes, etc. Le code était trop entremêlé, les fonctionnalités étaient trop entremêlées. C'est là que ça générait encore plus d'erreurs. Et là, tu te retrouvais dans une sorte de boucle infernale de correction. Puis, le profil de ceux qui réussissaient le plus, c'était ceux qui avaient justement cette manière de superviser l'IA de manière très directionnelle. Ils savaient où ils voulaient se rendre. Ils avaient établi certaines contraintes, par exemple technologiques ou des choses d'architecture, etc. En amont, ils avaient réfléchi à leurs problèmes. Puis ils avaient justement cette capacité, vu qu'ils avaient fait ce devoir-là avant, d'exprimer correctement leurs exigences. Donc ils étaient beaucoup plus clairs dans les prompts. Et ils savaient aussi à quel moment aller investiguer le code, les tests, et faire des petits tests sur l'application qu'ils avaient fait, etc. Ils étaient un peu plus stratégiques sur ces points de validation à exécuter. Hop. Donc au final, on peut être un bon vibe coder. La seule solution pour être un bon vibe coder, c'est justement de ne pas viber. Peut-être on a très mal choisi le nom. Le bon vibe coder ne vibe pas du tout. Le bon vibe coder, il définit bien ses besoins en amont. Genre, il comprend le problème, il va définir ce besoin avant de commencer à vibe coder, ou alors il va utiliser l'IA pour essayer mieux de comprendre ses besoins et essayer de converger vers une solution. Mais une des manières de réfléchir à la question, c'est qu'on peut utiliser l'IA pour nous aider à définir nos besoins. Et la meilleure façon de le faire, c'est mettez le robot conversationnel en mode de vous interviewer. Mettez-le comme intervieweur et demandez-lui de vous interviewer sur vos besoins pour que vous soyez capable de produire ces requis-là que vous allez ensuite utiliser dans le vibe coding. Et dans le fond, il n'y a rien de sorcier. Là. On le sait depuis longtemps là, que pour bien développer, il faut commencer par les requis. Et quelque part, ce qui est contre-intuitif ici, c'est que c'est extrêmement important de bien partir la session de vibe coding avec des requis clairs et utiliser l'IA pour vous interviewer vous-même là, pour être capable de tirer l'ensemble de ces requis-là. Ouais. Puis maintenant, les adopteurs, ce n'est pas forcément des gens qui savent programmer, donc ils sont pas forcément, ils n'ont pas forcément l'expérience, donc ils se lancent tout de suite dans la solution, puis ils tombent dans le piège. Puis vous reconnaîtrez ceux qui sont peut-être un peu plus, qui utilisent plus ce genre de technologie-là. Maintenant, si on utilise Cloud Code ou des choses comme ça, il y a des solutions de planification. Donc maintenant, l'IA même qui nous supporte à programmer ne se lance plus dans la programmation. Donc les développeurs de ce genre de solutions ont bien compris que c'était une des clés du succès, là, c'était de prendre le temps de planifier. Donc maintenant, ils forcent même cette planification à leurs utilisateurs. Donc après, ensuite, c'est de savoir faire des bons prompts. Ça paraît évident comme ça, mais on se reconnaît tous là-dedans. Là, des fois, on veut aller un peu vite, puis on ne se rend pas compte qu'on est un peu ambigu, on n'est pas clair. Donc amener énormément de contexte, amener beaucoup de contraintes, réfléchir à c'est quoi ceci, donc faire des prompts qui sont précis pour bien guider l'IA. Puis là, vous allez vous rendre compte, et c'est encore pire quand on commence à passer dans les nouveaux paradigmes d'IA agentique, où là, ils commencent à travailler de manière un peu plus autonome, ça peut vite dériver. Donc là, c'est ultra important d'être très, très clair et structuré sur la manière dont on exécute nos prompts. Et donc, cette phase de planification est d'autant plus importante pour justement venir informer cette seconde phase.
Puis, et là c'est un peu dommage, mais malheureusement il le faut, c'est avoir quand même une compréhension minimale du code. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir des programmeurs, mais ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on demande, il faut savoir c'est quoi le stack technologique par exemple qu'on veut utiliser, il faut savoir ensuite c'est quoi la manière dont on va aller construire un petit peu notre solution, c'est quoi les différents modules, commencer à réfléchir de cette manière-là. Donc ça exige d'avoir peut-être un minimum de formation ou d'auto-formation. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des programmeurs, mais ça veut dire qu'il faut quand même essayer d'être au courant de ce qu'on fait pour pouvoir correctement le superviser. Il faut vraiment le voir, l'IA dans ce genre d'application, c'est vos employés, c'est vos stagiaires. Ils ne savent pas exactement, ils ne connaissent pas la business, ils ne comprennent pas tout votre contexte, ils ne comprennent pas ce que vous avez en tête, ils ne savent pas c'est quoi votre style, ils ne savent pas. Donc là, il faut réussir à choisir les bons mots, être capable de l'exprimer correctement. Donc il faut le voir comme ça. Là. Et il faut être capable de les leader dans la bonne direction. Et le seul moyen de savoir faire ça, c'est de connaître un peu c'est quoi leur travail. Puis, la dernière, c'est de valider évidemment les résultats et valider les résultats continuellement. Cette étape-là sera peut-être plus utile bientôt avec l'IA agentique. Maintenant, ils peuvent valider le code qu'ils sont en train de générer de manière automatique. Mais en tout cas, essayer de valider constamment et pas valider n'importe quoi, valider en fonction des requis qu'on a définis en amont lors de l'étape 1. Donc, toujours valider sous contrainte. S'assurer qu'on va toujours dans la bonne direction et s'assurer qu'on ne se laisse pas embarquer par le LLM ou par notre idée qui émerge d'un seul coup parce qu'on est en train de voir notre application, on se dit « Ah, ce serait cool d'avoir cette nouvelle fonctionnalité », c'est peut-être pas nécessaire. Donc toujours rester stratégique et valider progressivement sous contrainte. Ben voilà, c'était ça. Ouais. Hey, merci. Puis, juste avant de terminer, je voudrais prendre la peine de remercier nos partenaires financiers, les organisations qui sont avec nous dans la chaire, puis au Tech 3 Lab, qui sont ici aujourd'hui. Merci d'être là. Vidéotron, Desjardins, Sobase, Blue Yonder, ServiceNow, D-Box, Deloitte, Alloprof. On a aussi Banque Nationale, LRDG, CAE et CN, qui sont nos partenaires organisationnels. Et on a aussi nos partenaires subventionnaires, le CRSNG, on a le FRQ aussi qui sera là tout à l'heure. Et je pense qu'on a Jenny Plourde dans la salle, juste ici. Prompt. Merci Prompt de nous supporter. Vous savez, on a besoin de ces soutiens-là gouvernementaux pour être capable de faire de la recherche, donner des bourses à nos étudiants. Merci d'être notre partenaire depuis si longtemps. Voilà, les questions, j'imagine? Merci à vous, oui. Bon, merci à vous pour cette présentation super intéressante. Ah, merci David. Premièrement, merci de m'avoir utilisé comme chef d'orchestre. J'ai vu que c'était une représentation. Ouais, voilà, exactement. On a pensé à toi. Et juste avant de passer aux questions, savez-vous comment l'OQLF a traduit le vibe coding? Le codage intuitif. Quand je vois ça, pour moi, il n'y a rien d'intuitif là-dessus. Je pense que le terme est peut-être à revoir. Le mot est très mal choisi. Est-ce qu'on aurait des questions à ce niveau-là? Il y a une question, deux questions ici au centre. Là. Vous nous éblouissez. Allô? Bonjour. Ton nom, de quelle organisation? Matt Janson, chez Hydro-Québec. Bonjour, Matt. Designer UX, anciennement un technologue, formation en beaux-arts, fait qu'on touche à tout. Fantastique. Vous n'avez pas démontré c'est quoi la distribution d'expérience avec avec la programmation? Oui. Parce que pour ça chacun peut des être... personas, là. Pardon? Pour chacun des personas, tu veux Exact. Ouais. Parce que c'est intéressant de voir si quelqu'un a une connaissance versus l'a pas. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas, que tu as touché rapidement au niveau de la connaissance du style, les règles de rédaction et tout ça qui viennent avec une expérience Bien sûr. et qui peuvent affecter, le vibe coding change cette direction-là. Donc, ça serait intéressant de savoir ça aussi. Oui, complètement. Quand on a créé les personas, on a vraiment regardé que les données eye tracking, comportementales et les intentions qu'on allait coder. Donc, c'était vraiment tout ce qu'on voyait à l'écran, comment la personne se comportait. On a créé les personnages là-dessus. Par contre, après, on allait les corréler avec, par exemple, le nombre d'années d'expérience, la performance, etc. Et donc, par exemple, l'expérience, ils étaient surreprésentés dans deux groupes, micromanager et les chefs d'orchestre. Donc, il y avait ceux qui avaient peut-être aussi une intuition déjà ou qui avaient déjà utilisé ce genre d'approche et ils avaient déjà des bonnes pratiques. Puis, il y avait ceux qui voulaient absolument aller valider le code et qui ont même programmé parfois une certaine partie du code. Et ça n'a pas fonctionné. Mais après, il faut se rendre compte que c'était sous contrainte. Donc, c'est sûr que ce type-là va sous-performer dans ce genre de tâches. C'est peut-être moins vrai. La seule différence, c'est que s'il a une journée, il va peut-être utiliser sa journée pleine, alors que le chef d'orchestre va être un peu plus efficace. Mais les deux vont avoir des très bons résultats, c'est fort probable. Et ils étaient surreprésentés dans ces deux groupes-là. Donc, deux opposés quand même. Deux opposés quand même. Ouais. Merci, Matt, de ta Merci. question.
Ton prénom? Anthony, Bonjour. designer à Pétale. Déjà, merci beaucoup. C'était super intéressant. Ça fait comme, je dirais, à peu près 1 an maintenant que j'en fais justement du vibe coding. Puis je vois aussi les gens qui en font autour de moi, PM, designer, dev, etc. Puis c'était justement aussi ça ma question, savoir un petit peu c'était qui les personnes que vous avez en fait fait de la recherche. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y avait comme beaucoup de devs, puis c'était quand même très axé sur le code. Puis le vibe coding, aujourd'hui, on peut aussi en faire visuellement. Je serais quand même curieux de savoir c'était quoi à peu près La composition de la démographie. Ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment très différent. C'est un peu comme lorsqu'on fait n'importe quelle étude au Tech 3 Lab. Là, nous, on a un panel de participants, on recrute aussi à l'externe. Donc, une grande diversité. C'est sûr qu'on a mis une attention particulière sur ce projet-là pour aller chercher des gens avec de l'expertise en développement. Donc, je dirais une bonne variabilité. Là. Ils étaient tous soit débutants en code, donc ils avaient déjà programmé un tout petit peu, mais ils ne s'estimaient pas comme experts. Puis dans les chercher les participants, on a fait exprès d'aller chercher des experts. Donc on a fait attention à aller aussi chercher une partie de notre population, dans une population d'experts pour être dans notre échantillon. Un genre de quota sampling. Là, donc on avait une bonne balance, et puis on a visé à peu près 50-50%. Là. Donc on avait fait un peu au fur et à mesure pour s'assurer d'avoir une bonne distribution. Et tout ça avance très vite. Ça a été fait il y a 6 mois. Il y a 1 an. On présente ça, on dirait qu'on est dans la préhistoire du vibe coding. Effectivement, la méthode avance vite et ça change. L'avantage de le faire avec Windsurf, ici, ce qu'on a fait l'été passé, c'est qu'on pouvait vraiment répartir sur le même écran puis mesurer de manière proportionnée l'attention visuelle entre les trois, ce qu'on n'aurait pas pu faire avec Claude Code parce que là, le code est dans le projet et tout. Ouais, il y a vachement moins d'interaction. Ça aurait été compliqué d'arriver à des résultats. Mais donc, c'est sûr que ça évolue. Il faut prendre ça en perspective, mais ça reste que ça nous informe sur le fait qu'il y a quelque chose qui s'apprend. C'est ça la bonne nouvelle. On est dans une université. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de dire comment on va amener la prochaine génération de nos étudiants à être capable de maîtriser ces outils-là dans le cadre de nos cours. Puis, c'est un peu la bonne nouvelle. Il y a quelque part, il y a des heuristiques qu'on peut apprendre. Je pense qu'il y a une question ici. C'est la dernière question. Nous serons disponibles à la pause. Là. Allez lui poser à Théo. Ah, il est bon, hein? J'étais bien coaché. Jide Tidjani Sarpos, designer de produits au sein du Mouvement des Jardins. Bonjour. J'ai une première question par rapport au choix de l'animal. Le hamster dans sa roue, il fait un peu du surplace. Est-ce que finalement, un animal migrateur qui s'adapte au gré des saisons et justement de tous ces changements qui sont induits par le vibe coding et les technologies serait plus adapté? Donc ça, c'est plus une question mais je vous invite à taper là, dans Google Brain Fry parce que c'est vraiment la discussion de ce mois-ci. C'est vraiment à quel point on a cette catégorie de travailleurs-là qui est enthousiasmée par la possibilité d'une programmation assistée. Il y a un risque de santé mentale aussi, puis cette idée-là d'être dans la roue, c'était un peu ce que ça a essayé d'exprimer. Mais très clairement, il y a ce risque. Et puis, ce que je me demande aussi, c'est si au-delà des 4 points que vous mentionniez, notamment le fait d'être clair par rapport aux requis, un contrat éventuellement lié à la pile technologique, des prompts efficaces, et puis aussi une certaine connaissance du code et par la suite la capacité à modéliser le tout pour un modèle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une résilience et une certaine discipline qui s'impose dans le sens où avoir un produit en production aujourd'hui, c'est peut-être 5% du travail. Par la suite, avoir une bonne adéquation entre ce produit et des besoins utilisateurs réels et puis un usage qui se développe, ça constitue peut-être 95% encore du travail à effectuer. Donc cette résilience pour un vibe codeur, finalement, pourrait être aussi un élément de réussite dans la durée. Complètement. Et, on sait aussi, là, il y a des limitations. Il faut se rendre compte que là, c'est des applications assez simples. Pour aller en production, c'est toute autre chose. Vibe codé à 100%, là, sans faire attention, sans avoir justement de principes, etc. On se retrouve avec du code qui n'est pas possible d'être mis en production. Là. Il n'est pas maintenable. Si on a des problèmes, on sait qu'on va avoir du mal. Donc, mais après, il faut se rendre compte qu'avec des bonnes pratiques, justement, avec une bonne structure, une bonne discipline, on le fait et puis c'est adopté. J'étais hier, par exemple, avec quelqu'un qui fait de la valorisation de données chez Microsoft, puis une autre qui a sa start-up, qui développe cette petite plateforme. Les deux n'ont pas touché à une ligne de code depuis 6 mois. Ils ont dit ça à mes étudiants, là, ils étaient tous... c'est un peu freakant. Hey, moi aussi, j'ai une question pour vous avant de finir. À la main levée comme ça, est-ce qu'il y a des gens ici qui seraient intéressés à un cours de vibe coding? Peut-être qu'on serait capable d'offrir à HEC Montréal, mettons, un cours avec Théo, à la main levée, là,
Dans vos organisations, pensez-vous qu'il y a de l'intérêt pour ça? Ah! Moi, je pense que oui. Merci beaucoup, tout le monde. Au revoir. Merci.